L'Algérie a su surmonter seule toutes ses crises intérieures depuis 1962, sauf depuis un an sans doute. Le Hirak est venu bousculer tout un système. Mais d'ailleurs, d'où vient-il ce système géopolitique de l'Algérie nous propose les outils pour le comprendre. Ouvrage signé Kader Abderrahim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb et de l'islam politique. Aujourd'hui, mars 2020, plus d'un an après le début du Hirak, comment va l'Algérie ? Elle va pas très bien. Il y a une contestation sociale importante, comme vous venez de le dire, qui dure maintenant depuis un an. Il y a également des menaces autour du pays, à toutes les frontières. Quand on voit l'Algérie a plus de 1000 km de frontières communes avec la Libye. Les menaces sont aussi au sud, au Sahara-Sahel, avec le Niger, le Mali, qui font l'actualité malheureusement régulièrement avec des attentats. Donc que ce soit sur le plan interne ou sur le plan externe, l'Algérie ne va pas très bien. Et le nouveau président, Tebboune, qui a annoncé des réformes, aura bien du mal à ramener une stabilité dans le pays si le conflit en Libye ne s'apaise pas. Vous diriez que ce qui se passe actuellement en Algérie est la conséquence de l'histoire de l'Algérie ? En partie seulement. En partie parce que l'histoire, c'est un héritage pour tous les peuples. Et c'est ce que vous racontez dans votre livre. Les Algériens, évidemment, s'inspirent beaucoup de leur histoire, mais pour autant, on est responsable aussi de ce que l'on construit. Et on ne peut pas dire, depuis l'indépendance en 1962, que les dirigeants algériens aient construit un avenir prospère pour leurs concitoyens. Alors pour expliquer tout ça, vous remontez à l'époque de la colonisation jusqu'à 1962, l'indépendance de l'Algérie, après 132 ans d'occupation par la France, 8 ans de guerre, 300 000 morts, période marquée aussi par la manifestation parisienne des Algériens le 17 octobre 1962. Petit rappel historique peut-être, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Octobre 61. 61. C'était un appel de la part du FLN dans la Fédération de France, ce qu'on appelait la Fédération de France, c'est-à-dire les immigrés algériens qui s'étaient organisés autour du FLN et qui appelaient au boycott et qui appelaient à manifester pour protester et à soutenir la lutte d'indépendance. Et il y a eu effectivement la situation que l'on sait aujourd'hui, des dizaines de morts. On n'a jamais vraiment su précisément quel avait été le bilan de ces manifestations, mais il se chiffre probablement à plusieurs dizaines de personnes qui auraient été tuées. Et ça dure surtout, c'est que ça a duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puisqu'on a retrouvé des cadavres qui flottaient sur la Seine plusieurs semaines après la manifestation. Indépendance qui a entraîné l'immigration d'1 million de personnes vers la France, des liens complexes encore aujourd'hui, notamment sur le plan diplomatique. Comment vous expliquez cela ? C'est une relation passionnelle, c'est une relation d'un couple qui ne parvient pas à se séparer et qui se déchire en permanence. Alors on dit toujours qu'il faudrait que ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie disparaissent du paysage politique. On est aujourd'hui dans cette situation, puisque pour la première fois en Algérie, il y a un président de la République qui n'a pas connu, qui n'a pas vécu la guerre d'Algérie. Et du côté français également, Emmanuel Macron est très jeune, il n'a pas vécu non plus cette situation. Et pourtant, la situation demeure assez figée dans le temps par rapport à une histoire qui a été assez douloureuse, voire par certains aspects tragique. Alors, il y a quelques mois, pendant les manifestations du Hirak, il a été interdit d'arborer le drapeau berbère. C'est dire l'importance de l'identité qui continue d'empoisonner les relations internes dans le pays. Oui, c'est l'un des dossiers qui font qu'aujourd'hui, ce pays, en réalité, c'est un pays qui ne s'aime pas. Quand on passe du nord au sud ou bien de l'est à l'ouest, on est sans arrêt en train de vous demander mais d'où vous venez, qui vous êtes, etc. Donc on est toujours renvoyé à une identité primaire, mais il y a dans le fond, il y a un paradoxe entre le sentiment national et l'identité de chacun des Algériens par rapport à son origine villageoise ou urbaine, et ça fait quand même des relations très complexes et difficiles parfois, parce que soit on vit sur des préjugés, mais on a beaucoup de mal à accepter
le métissage que constitue cette société qui est aujourd'hui complexe, mais qui est un véritable melting pot, puisqu'il y a eu des apports qui venaient de partout, y compris d'Afrique et hors d'Algérie, puisque, comme vous venez de le dire, il y a eu 132 ans de colonisation, et la colonisation, elle était multiple, même si elle était dominée par la France. Il y a eu, on l'oublie, des Italiens, des Espagnols, des Maltais, des Juifs, et donc ces apports culturels ont été aujourd'hui gommés, malheureusement, et peut-être que l'Algérie devrait finir par retrouver une partie de ses racines en puisant dans son histoire. Alors dans votre livre, vous revenez également sur le Sahara occidental, le conflit, le statu quo ici entre le Maroc et l'Algérie. Autre défi crucial, le terrorisme, vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Au début des années 2000, le Sahara devient la base de repli des rebelles islamistes algériens, et dans la foulée, on assiste à la naissance de AQMI, du Moudjahou, d'Ansardine au nord Mali. Pour lutter contre le terrorisme, l'armée française a lancé l'opération Barkhane. Le G5 Sahel est constitué en 2014 avec la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina et le Tchad. L'Algérie refuse de participer, une non-ingérence à toute épreuve en fait. Oui, et puis c'est également un refus de se laisser dicter la politique dans ce qu'elle considère comme son environnement, sa zone d'influence, son espace stratégique. Et voir la France venir aussi près de l'Algérie, ça a été un déchirement, évidemment, pour les dirigeants algériens, mais ils n'avaient pas le choix. Et puis, il faut quand même souligner que la France a aussi une part de responsabilité dans la mesure où elle a été, avec la Grande-Bretagne, l'un des deux pays qui ont déclenché la guerre en Libye, et que la situation au Mali est quasiment la politique, évidemment, donc ça n'est pas mécanique, mais elle est l'une des conséquences de la déstabilisation à la fois du Maghreb, mais de l'ensemble du Sahel et du Sahara, tel que l'on peut le vivre aujourd'hui. Mais cette non-ingérence est inscrite dans la constitution algérienne. Ça, c'est une particularité, c'est plutôt rare. C'est vrai, l'armée algérienne n'a pas le droit de se projeter au-dessus de ses frontières. C'est une particularité très algérienne. Je crois que ça va être difficile à tenir dans les années qui viennent. J'en dis un mot dans le livre parce que ça va conduire à des révisions qui seront probablement déchirantes, douloureuses, mais qui sont nécessaires et indispensables, encore une fois, compte tenu, quand on prend une carte et qu'on regarde la situation, compte tenu des menaces aux frontières et des menaces qui ne cessent aujourd'hui de se développer au Sahara et au Sahel. Plus personne ne contrôle réellement ce qui s'y passe. Les mafias s'organisent, évidemment les groupes terroristes. Et puis il y a tous les problèmes que l'on a laissé s'accumuler et qui ne sont toujours pas réglés. Je pense notamment à la question Touareg. Géopolitique de l'Algérie, donc aux éditions Bibliomonde. Merci Kader Abderrahim à la fin de ce journal. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.